Je m'appelle Mickaël Sadoun, j'ai 28 ans, consultant en communication normalement à la semaine, mais je suis aussi chroniqueur sur CNews, Sud Radio. J'ai écrit pour Le Figaro Vogue, j'ai déjà écrit pour Les Échos. Donc voilà, acteur du débat public quand je peux. Je pense pas parce que les conditions ne sont pas réunies à mon avis pour qu'une troisième guerre mondiale explose. Récemment, j'ai parlé à une amie qui est en Israël et qui m'a dit avec tout ce qui se passe, j'ai vraiment peur que ça pète de partout et notamment du côté de l'Iran. Moi, je pense que l'Iran ne sautera pas dans cette bataille-là parce qu'il est trop occupé par des problématiques intérieures, parce qu'il ne bénéficie pas assez de l'appui de la Russie, qui est déjà préoccupée par la guerre en Ukraine, et de l'appui de la Chine, qui a énormément de soucis économiques à se faire et qui est vraiment dans une période assez compliquée quand même. Donc moi, je ne pense pas que ça pètera en troisième guerre mondiale. Je pense évidemment qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent se lancer dans le conflit. Éventuellement la Syrie, éventuellement le Liban sous la houlette du Hezbollah. Évidemment tout ça, mais je ne pense pas qu'on ira jusqu'au conflit mondial, peut-être jusqu'au conflit régional. C'est pour ça que les États-Unis sont dans la zone, a priori, c'est pour éviter qu'on en arrive là. La communication d'Israël est inaudible aux oreilles de certains parce que je pense déjà qu'il y a un vieux cliché selon lequel les Juifs contrôleraient tout et répandraient des messages dans l'Occident qui auraient vocation à nous tromper. En fait, quelque part, on voit que ça joue sur les mêmes ressorts. Quand j'entends récemment le géopoliticien Pascal Boniface qui parle de Caroline Fourest et qui dit « Caroline Fourest, vous êtes le relais de la Hasbara ». La Hasbara, en hébreu, c'est de l'explication littéralement, mais c'est la communication du gouvernement israélien à destination de l'international. Quand il dit ça, il relaye en fait une espèce de cliché antisémite selon lequel les Juifs contrôleraient l'information et dont il faudrait se méfier. Donc je pense que certains y sont imperméables par antisémitisme. Je pense qu'il y en a d'autres qui, dans une grande honnêteté, se disent qu'il y a toujours de la communication en temps de guerre et donc il faut écouter ni un belligérant ni l'autre. Mais ça, c'est une énorme erreur parce que c'est renvoyé dos à dos Israël et le Hamas, et on parle tout le temps du tort que c'est de le faire, de renvoyer dos à dos une organisation terroriste qui raconte des cracks. On l'a vu récemment avec le truc de l'hôpital à Gaza, ils ont raconté n'importe quoi. C'était leur roquette, ça n'a pas atterri dans l'hôpital, mais sur le parking de l'hôpital, ça n'a pas fait 500 morts, mais 50 morts. Donc si vous voulez, moi, je ferai toujours plus confiance à un État démocratique, même en guerre, et qui a quand même les impératifs de la guerre avec la communication de guerre, qui est une organisation terroriste qui, par nature, raconte n'importe quoi parce que son projet politique est indicible et inavouable. Est-ce que c'est parce que les gens auraient peur de se dire qu'aujourd'hui, en 2023, ces images existent encore ? Peut-être que certains veulent se dire que ça n'est pas possible parce que ça déstabiliserait une vision politique du monde. Ils se rendraient compte qu'en fait, cet idéal qui se sont fait de la cause palestinienne, des damnés de la terre, est un idéal qui n'est appuyé sur rien, en fait. Et que la victime, ça n'est pas par essence le Palestinien, ça n'est pas par essence non plus l'Israélien. Mais ça reviendrait à dire pour eux que la haine se situe d'un côté et pas de l'autre. Et moi, je pense que c'est ce qui se passe réellement. Je ne pense pas que la haine soit du côté israélien. Les Israéliens ont la haine contre le Hamas, ils n'ont pas la haine contre les Palestiniens. D'ailleurs, on voit déjà aujourd'hui des manifestations de solidarité ou de cessez-le-feu à Tel Aviv. Est-ce qu'on voit la même chose de l'autre côté ? Pas du tout. Donc, si certains ne croient pas à ces images, c'est peut-être parce que ça déstabiliserait quelque part leur vision du monde selon laquelle le Palestinien, c'est le damné de la terre et c'est le malheureux de l'histoire. Aujourd'hui, la guerre de communication, je ne dirais pas qu'elle est plus importante que la guerre sur le terrain, parce que c'est avant tout les soldats qui font la guerre, c'est pas les gens des médias comme moi ou comme d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre de communication conditionne la guerre sur le terrain. Elle prépare le terrain quelque part. C'est-à-dire que pour moi, il est essentiel de faire comprendre à la France, aux gens qui regardent les médias dans lesquels j'interviens, que les actions d'Israël s'inscrivent toujours dans un cadre moral et légal. Ils se sont fixés. Je rappelle toujours que Netanyahou fait des communications en amont pour prévenir les Palestiniens des bombardements. Quel autre pays du monde fait ça ? Aucun autre pays du monde ne fait ça. Est-ce que nous avons prévenu les Allemands quand nous les avons bombardés à Berlin ? C'est incroyable de faire ça. Israël
divulgue eux-mêmes des communications et des vidéos des souterrains du Hamas pour montrer exactement où il veut frapper. Enfin, quand on sait les impératifs de la communication de guerre, c'est juste incroyable de faire ça. Donc je ne manque jamais de le noter. Ensuite, je ne manque jamais de noter non plus que les morts civils palestiniens sont toujours des victimes, et on le répète, collatérales. Elles ne sont pas intentionnelles. Du côté du Hamas, ça n'est pas la même chose. Les Israéliens qui sont morts, civils, ont été visés en tant que civils. Et en tant que civils sans défense. Ça fait partie d'une stratégie de terreur. Du côté israélien, il y a eu un laps de temps pendant lequel Netanyahou a dit « retirez-vous dans le sud ». Ça me fait d'ailleurs rire parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron dit « il faut une trêve humanitaire pour installer les conditions d'un corridor humanitaire ou le temps que les Gazaouis se retirent ». Mais Israël l'a déjà fait en fait. Ils n'ont pas répondu dans l'immédiat alors que la situation leur commandait de réagir immédiatement. Ils venaient de connaître un massacre qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, ils se sont laissé le temps de répondre avec intelligence, avec précision et avec discernement. Donc les gens qui aujourd'hui appellent Israël à faire une trêve humanitaire ne sont pas conscients du fait que si on le fait maintenant, ça veut dire que les méthodes du Hamas sont les bonnes. Ça veut dire que rien n'empêche le Hamas demain de refaire le même massacre et de se cacher à nouveau derrière les populations civiles. Donc il ne faut absolument pas cette trêve humanitaire. Et pour répondre à ta question, oui, la communication de guerre, elle sert énormément, elle prépare les conditions du terrain qui permettent d'agir sans que la communauté internationale saute sur Israël immédiatement. Donc c'est très important, ouais. Moi déjà, je pense que le travail est très bien fait par Tsahal et que le porte-parole de Tsahal prend la parole toute la journée pour expliquer ce que l'armée israélienne va faire et non pas a fait. Donc c'est pas une communication a posteriori, c'est une communication a priori qui prévient des actions. Et ensuite, on a quand même entendu les nombreux discours de Netanyahou consistant à dire « retirez-vous vers la zone sud, il y a déjà des installations humanitaires qui sont mises en place, Israël permet déjà à certains pays, et notamment la France, d'intervenir de manière humanitaire là-bas. » Donc, faire le procès à Israël de vouloir toucher des civils, c'est vraiment faire preuve de bêtise ou de malhonnêteté. Si Israël le voulait, c'est un État qui a la capacité technique et militaire de détruire la zone en 10 minutes. Ils peuvent faire de Gaza un bac à sable en 10 minutes. Ils en ont la possibilité technique. C'est une force nucléaire, ils ont une flotte aérienne très importante, ils ont une armée de 300 000 hommes, donc potentiellement qui est beaucoup plus grande même que l'armée française. Donc ils ont la possibilité de détruire leurs ennemis. Et ça ne date pas d'hier. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Par souci humanitaire, parce qu'ils se préoccupent aussi du droit international, malgré tout ce qu'on dit, et aussi parce qu'ils ont le respect profond, j'y crois vraiment, respect de la vie, de toutes les vies, y compris des vies palestiniennes. Vous avez raison, ça devrait être totalement distingué, mais le problème, c'est que ces chiffres-là sont toujours générés, soit par le Hamas, soit par l'autorité palestinienne. L'erreur des médias occidentaux, c'est de reprendre ces chiffres sans questionner le nombre de terroristes qu'il y a dedans et le nombre de civils qu'il y a dedans. Mais ça, c'est leur erreur à eux. Quand l'AFP a relayé le bombardement de l'hôpital Al-Ani à Gaza, elle a fait une erreur immense parce que l'AFP, avec Reuters et AP, vous devez le savoir, mais c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est les agences de presse, c'est-à-dire c'est les grossistes de l'information chez lesquels les médias vont se fournir comme détaillants. C'est eux qui envoient des correspondants dans le monde entier pour aller chercher l'information sur le terrain, qui font ce qu'on appelle des dépêches, qui sont ensuite reprises dans les médias. Donc quand l'AFP relaye la propagande du Hamas, elle se rend coupable d'une vaste entreprise de propagande qui est ensuite récupérée évidemment par les partis de gauche, mais qui demain, peut-être, sera récupérée par les prochains Mohamed Merah. Et il faut le dire, parce qu'à force de faire circuler des mauvaises informations, on crée dans la population une haine qui demain portera peut-être à conséquence. Donc moi, franchement, à chaque fois que je passe à la télé, j'essaie d'inviter les médias et les agences de presse à faire leur travail. Parce que pour une mauvaise information, ils sont susceptibles de créer un contexte dramatique. Il n'y a pas que l'information. Vous voyez, on a eu à parler de Guillaume Meurice, qui récemment a traité Benyamin Netanyahou de nazi sans prépuce. Il ne se rend pas compte de la gravité d'une chose comme ça. On peut critiquer l'action de Benyamin Netanyahou. On peut même soutenir les civils palestiniens, qui sont à beaucoup de titres victimes de la situation, non pas d'Israël, mais du Hamas. On peut même vouloir une solution à 2 États à long terme, pourquoi pas. Mais quand il dit ça, Guillaume Meurice, il donne des armes à celui qui, demain, taguera devant une porte de juifs Israël nazi. Ces gens-là,
encore une fois, soit ils sont antisémites, soit ils sont totalement débiles. Parce que pour ne pas comprendre la situation de l'antisémitisme en France aujourd'hui, on a vu l'explosion. C'est pas l'augmentation, c'est vraiment l'explosion des actes antisémites ces dernières semaines. Quand on ne voit pas ce contexte-là et qu'on continue à soutenir la cause palestinienne un peu légèrement, c'est criminel. Parce que la cause palestinienne, même s'il y a de la justice dedans, même s'il y a des gens qui s'en préoccupent sincèrement, c'est une cause pour laquelle on a déjà tué les Juifs. C'est une cause qui a du sang sur les mains. Donc aujourd'hui, les gens qui veulent prendre fait et cause pour les Palestiniens, il ferait mieux de manier le vocabulaire avec un peu plus d'habileté, il ferait mieux de faire attention à côté de qui il défile dans les manifestations, parce que parfois ce sont des gens qui soutiennent les criminels, et il ferait mieux d'être un peu plus intelligent. La grande figure quand même, et le gros tournant de l'islamo-gauchisme en France, c'est Michel Foucault au moment où il a soutenu la révolution iranienne qui a renversé le Shah et qui a prétendu qu'en fait, avec l'islam, le peuple iranien allait se libérer de la tutelle autoritaire des pays occidentaux et de la tutelle du Shah et accéder à une nouvelle forme de libération. C'était une erreur évidemment énormissime. Je crois que lui-même l'a regretté d'ailleurs plus tard, puisqu'on a bien vu le régime dans lequel était en train de basculer l'Iran. Donc c'est une longue histoire de l'islamo-gauchisme. Je pense que ça s'appuie en fait finalement beaucoup plus sur des ressorts humains que sur des ressorts théoriques. C'est-à-dire que fondamentalement, je constate que la gauche française, une partie de la gauche française, pas toute, parce qu'on voit bien qu'une Sophia Aram n'est pas dans le délire, on voit bien qu'un Bernard Cazeneuve n'y sera jamais, on voit bien que des Caroline Fourest, etc. n'y sont pas. Alors après, ils sont accusés de ne plus être de gauche. Donc il y a une partie de la gauche française qui pour moi est tout à fait acceptable, républicaine, honnête, avec qui on peut débattre, mais il y en a une autre qui ne veut pas lâcher cette posture. Elle s'est établie une grille de lecture selon laquelle il y aurait, globalement, désolé de le dire comme ça, mais moi c'est comme ça qu'on me l'a expliqué quand j'étais à Sciences Po, les Noirs et les Arabes en bas, les Blancs, et puis tout en haut les Juifs. Et dans cette catégorisation du monde, ils ont décrété que les Juifs étaient les grands méchants, étaient les suprêmes dominateurs. Et ça leur ferait beaucoup trop mal de dire qu'Israël est plus humain que ses ennemis, ça leur ferait beaucoup trop mal de considérer qu'Israël a sa légitimité dans la zone. Donc l'islamo-gauchisme, il s'installe aussi sur ça. Il s'installe sur une espèce de hiérarchisation des races qui est renforcée en plus par le wokisme ambiant. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une concomitance entre le wokisme et l'antisémitisme. Vous savez, Alain Finkielkraut dit souvent il y a une nouvelle ère de l'antisémitisme, c'est qu'aujourd'hui on est à l'ère de l'antisémitisme antiraciste. Je pense qu'il a tout à fait raison. Moi je pense pas, j'ai dit à beaucoup d'amis ne regardez pas trop les images qui circulent sur Internet parce que ce faisant, on se fait les complices de la stratégie de communication du Hamas. Le Hamas veut que ces images circulent. Pourquoi des types se filment en train de massacrer des gens? C'est évidemment parce que c'est des sadiques et des barbares, mais c'est aussi parce que ça fait partie d'une stratégie de communication. Ils veulent nous faire peur, et nous ne devons pas avoir peur. Âme sensible de s'abstenir, ou alors, ne regardez pas les images, moi je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Moi, quand on me dit qu'un bébé a été décapité, j'ai pas tellement besoin de voir la photo du bébé décapité, et je suis pas assez dans la bassesse pour considérer que quelqu'un pourrait mentir sur ça. Donc j'y crois, c'est une information à prendre en compte, ces gens-là sont des barbares, on l'a très bien compris. Est-ce que les images servent à quelque chose? J'en sais rien. Ceci dit, il faut dire aussi quelque chose de très important, c'est que je me méfie des images, mais qu'en même temps, si des images n'avaient pas circulé, est-ce que toute la population française se serait sentie autant en compassion avec le peuple israélien? Pas sûr, parce que si on avait vu un jour, dans Le Monde ou dans Le Figaro, 1400 Israéliens tués par le Hamas, certains auraient pu ranger cette information dans la case du conflit conventionnel. Mais c'est parce qu'on a vu les images que des gens ont compris que c'était un massacre de masse, que c'était un pogrom. C'est là qu'ils ont vu la dimension antisémite. C'est là qu'ils ont compris en fait que l'action du Hamas n'était pas politique, mais qu'elle relevait d'un réel problème humain. Je me méfie des images, mais en même temps sans haine. Est-ce qu'on en aurait parlé comme on en parlait? Je suis pas sûr. Wow, moi je pense qu'il faut déjà faire le distinguo. Il y a un certain nombre d'artistes dont on n'a pas été étonné de la réaction parce que en réalité les causes que les artistes prennent sont quand même assez cohérentes en général. Donc les gens qui ont soutenu Naël, on imagine bien qu'ils vont aussi soutenir Gaza. Pour moi c'est à mettre dans le même panier. C'est une catégorie d'artistes que je mets à part. Ils ont leur engagement, on les a très bien identifiés. Et après c'est à la population française de faire son prix. Les boycotts qu'ils ont à faire, moi personnellement je ne suis pas du genre à boycotter des artistes, mais
on les connaît. Ce dont on a beaucoup parlé dans la communauté juive après, c'est ça qui est intéressant, c'est les artistes juifs qui ont l'habitude de s'engager et qui cette fois l'ont pas fait. Je pense notamment à Gad Elmaleh qui était le sujet ultra récurrent de beaucoup de conversations des Juifs de France. Pourquoi Gad Elmaleh, qui s'est récemment engagé pour la fraternité entre les chrétiens et les Juifs, pour le tremblement de terre au Maroc, pourquoi n'a-t-il pas communiqué sur ce drame ? J'en sais rien. J'ai pas envie de faire dans le mauvais communautarisme. Peut-être qu'il est très touché par l'événement, peut-être fait-il du clientélisme parce qu'il sait qu'une partie des gens qui l'écoutent sont des Marocains, des gens qui appartiennent au monde arabo-musulman et qui donc sont pas très sensibles à la cause d'Israël et sont même sensibles à la cause palestinienne. Peut-être qu'il y a tout ça. Mais si vous voulez, moi, j'ai pas envie de faire dans le mauvais communautarisme. J'ai pas envie de jeter les anathèmes en disant « Ah, toi, tu t'es pas engagé, c'est pas bien ». Chacun réagit comme il veut. Quelque part, respect des réactions comme dans un deuil. Il s'est passé quelque chose d'immensément grave. Ceux qui veulent réagir, ceux qui sont là, Arthur, Patrick Bruel, Cyril Hanouna, moi, je suis hyper heureux de les entendre et qui prennent la parole en assumant parfois, parce que Hanouna, ça lui est quand même préjudiciable de s'engager, mais il le fait et il tient son courage et ça, je le félicite. Les gens qui sont là, il faut les féliciter. Ceux qui ne sont pas là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On les attendra au tournant quelque part pour la prochaine cause. J'espère qu'ils la ramèneront pas trop sur d'autres, mais j'ai quand même envie de respecter leur silence et leur manière de faire. Voilà. L'avenir des Juifs en France repose... Alors d'abord, c'est très étrange de se poser cette question parce que toi comme moi, on fait partie d'une génération où on a évidemment entendu les histoires de pogroms, de Shoah. Chaque fois qu'on va dans une ville européenne, on entend que les Juifs se sont fait virer à telle et telle époque et on pensait que ce cycle s'était interrompu. Je pense qu'on était d'ailleurs comme les jeunes Israéliens qui pensaient que la guerre était finie et qui ont compris qu'en fait elle revenait sur leur sol. C'est très étrange de se poser cette question. L'avenir des Juifs européens et français, pour moi, dépend quand même beaucoup de la réponse des gouvernements. Je pense que quelque chose est encore récupérable en France, mais il faut tirer quand même les bons constats. Il y a un antisémitisme millénaire qui s'appuie sur mille et une causes, qui lie les Juifs tantôt au capitalisme, tantôt au communisme, qui accuse le Juif d'être l'homme d'une terre, Israël, et en même temps l'être sans frontières. Tout ça, on le sait, c'est de la théorie. Aujourd'hui, la nouvelle formule de l'antisémitisme, on le sait, c'est un antisémitisme arabo-musulman. Georges Bensoussan dit que l'antisémitisme n'est plus une opinion, mais un code culturel dans ce monde-là. Et on le sait. Moi, j'ai des amis musulmans qui m'expliquent que Yehudi, chez eux, c'est une insulte. De se traiter de juif, c'est une insulte chez beaucoup de musulmans. Donc, c'est la nouvelle formule de l'antisémitisme. Cet antisémitisme qui s'est développé en France, il est donc importé d'une immigration qu'on a fait venir, à mon avis, trop nombreuse. Donc maintenant, il faut que les responsables politiques se saisissent de cette question, et mieux encore, il faut qu'ils arrêtent de traiter d'extrême droite tous ceux qui essayent de s'en saisir. Parce que c'est ça qu'on a vu ces dernières années. On a vu, alors bien sûr, il y a une gauche que je mets à part, qui est coupable, islamo-gauchiste, on en a déjà discuté. Mais il y a aussi tout un centre et un macronisme qui s'est amusé à renvoyer dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pendant des années, alors que Marine Le Pen est systématiquement derrière les Juifs quand ça va pas, et que Jean-Luc Mélenchon est systématiquement contre les Juifs. Donc, j'ai envie de dire, il faut que les constats soient faits clairement, et il faut qu'on arrête un petit peu de diaboliser les gens qui essayent de se saisir des thématiques qui pourraient permettre de résoudre un petit peu le problème de l'antisémitisme en France. Je fais le même reproche aux responsables de la communauté juive. On a vu récemment le CRIF intervenir énormément à la télé, etc. Mais moi, je me souviens d'une interview de Jonathan Arfi, qui est bien sur d'autres plans, peu importe, il y a 3 ou 4 mois chez Pascal Praud, qui disait « Le vrai danger pour les Juifs et pour la République, c'est Marine Le Pen. Et Jean-Luc Mélenchon n'est dangereux que dans la mesure où il est tellement outrancier qu'il rend Marine Le Pen crédible et acceptable. » Mais je pense que c'est une erreur d'analyse, non seulement dramatique sur le plan théorique, mais en plus presque criminelle pour les Juifs. Les Juifs sont morts par la main de qui ces dernières années ? Et je veux dire, il faut arrêter. Si les Juifs aujourd'hui planquent leur mezouza chez eux, c'est parce qu'ils ont peur de croiser des crânes rasés ? C'est parce qu'ils ont peur de croiser Marine Le Pen ? Pour moi, il faut vraiment redescendre un petit peu sur terre, poser les analyses qui ont besoin d'être posées, et ne pas s'étonner après qu'une partie de la communauté juive vote de plus en plus à droite. Parce que c'est ça aussi la vraie question. C'est que de plus en plus de Juifs en France votent Marine Le Pen et Éric Zemmour pour ces questions-là, et qu'il y a certaines élites de gauche, je pense par exemple à Gérard Miller, qui a récemment écrit une tribune dans laquelle il disait « Les Juifs ont perdu leur boussole morale parce qu'ils votent pour Marine Le Pen et Éric Zemmour. » Mais quelle honte de dire ça. Les Juifs votent pour Marine Le Pen et Éric Zemmour parce qu'ils ont bien compris que
le nerf de la guerre en matière d'antisémitisme aujourd'hui, c'était l'immigration, c'était le développement de l'insécurité, c'était l'impunité, c'était le laxisme judiciaire, c'était la concentration d'un certain nombre de populations qu'on a regroupées dans les mêmes quartiers et qui ont créé un climat invivable pour les Juifs. Moi, je pense que la réponse politique, elle est encore possible. L'avenir des Juifs de France, j'espère que les Juifs auront encore un avenir en France, parce que je trouve ça sain qu'il y ait une diaspora, je trouve ça sain que l'on s'enrichisse d'autres cultures, que l'on participe à la vie du monde, et je suis sioniste au sens où je pense qu'il doit y avoir un État d'Israël, mais je ne pense pas que tous les Juifs doivent nécessairement se regrouper en Israël. J'espère maintenant que les responsables politiques ont bien compris la leçon, qu'ils ont vu ce qui se passait en ce moment, et que dans les années à venir, ils en tireront les conclusions et les actions rapides et efficaces. Il y a une loi immigration qui arrive bientôt à l'Assemblée nationale. J'espère qu'elle sera de nature à résoudre ce problème. Le dernier mot de la fin, je dirais, Juifs de France, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sais que c'est très difficile de dire ça. Il faut évidemment être prudent. Ne faites pas n'importe quoi. On est dans un contexte qui est particulier. Nous savons ce que nous sommes en train de vivre. On est en solidarité entre nous. Et je pense que beaucoup de Français, d'ailleurs, non-juifs, sont en solidarité avec nous. Il y a des sondages qui ont montré récemment que, globalement, 75 à 80% des Français étaient avec nous. J'ai vu 65% des Français même partagent l'avis de Benyamin Netanyahou sur les actions qui doivent être menées vis-à-vis du Hamas. Donc c'est pas peu dire. Mais n'ayez pas peur, parce que la stratégie de ces gens-là, c'est de nous faire peur. Nous sommes bien en France. Engagez-vous, parlez autour de vous, militez, j'ai envie de dire. Et je suis sûr qu'ensemble, on pourra redresser un petit peu la situation de ce pays et des Juifs dans ce pays.